Ok, donc on va démarrer. En fait, ça tombe bien parce que c'est un peu riche mon talk. Si ça commence sur le slide 2, c'est qu'il y a un slide 1 qui dit que en fait, ma présentation, je le fais dans un environnement contrôlé, donc enfin, modérément contrôlé parce que c'est Chrome Canary et que ça marche pas super bien avec tous les autres navigateurs. Mais ça, c'est pas grave. Alors, avant de commencer, je vais vraiment me présenter. Donc moi, je m'appelle Igor. Je bosse dans une OSS2I toulousaine qui s'appelle Monkey Patch. Moi, je suis un développeur depuis plus de 15 ans. Je fais du back-end Java, du front-end, du Angular, des trucs comme ça. Et aujourd'hui, je vais vous parler de CSS. C'est une techno que j'ai appris sur le tas, comme à peu près tout le monde, et dont je pense que je ne suis pas encore arrivé à sa maîtrise complète, vu que je pense que c'est pas vraiment réalisable, en tout cas, vu comment c'est grand. Et surtout, je ne suis surtout pas un designer. Si les slides sont pas beaux, c'est pas de ma faute. Enfin, j'ai rien pu faire. En préparant cette présentation, je suis tombé sur cet excellent article que vous trouverez sur le site du W3C. C'est coécrit par Tim Berners-Lee. Et donc là, vous avez son résumé. Et en gros, ce que ça dit, c'est quand vous avez plusieurs langages qui permettent d'implémenter vos features, essayez plutôt de choisir le langage le plus simple. Moi, j'aime bien dire le plus stupide, c'est pas vraiment, c'est plus pour rire. Hein. Et techniquement, moi, quand j'interprète ça dans un contexte d'application web, alors moi, je fais des applications web avec du Angular, des choses comme ça, par exemple, ça veut dire qu'on va essayer de faire au maximum du texte, parce que ça, c'est vraiment simple. Après, on va faire du HTML et du CSS, parce qu'il faut un peu de sémantique, de positionnement, de layout. Et après, on va faire des choses beaucoup plus compliquées, mais beaucoup plus riches et beaucoup plus puissants. Alors j'ai appliqué à la lettre, de façon complètement extrémiste, ce principe sur ces slides. Donc ces slides, il y a 0 JavaScript pour tout ce que je vous montre, d'accord ? Il y a très peu de... Le SVG, c'était l'icône sur le slide précédent de ma boîte. Et j'ai essayé de minimiser les images au maximum. Le problème, c'est que ça, c'est pas facile et ça rend pas des trucs maintenables. Donc c'est un peu horrible. Et il ne faut surtout pas appliquer ces règles à la lettre bêtement. D'accord ? Encore une fois, quand vous avez des règles, surtout, n'ayez pas une vision, on va dire, trop extrémiste dessus, s'il vous plaît. Donc le CSS, c'est vaste. Là, vous avez une liste non exhaustive de ce dont je ne parlerai pas. Désolé. Et moi, je vais vous parler de trucs raisonnablement simples. Est-ce qu'il faut utiliser ou pas un préprocesseur ? Les unités, les pseudo-éléments, les animations, les pseudo-états. D'accord ? Mais c'est la base. Est-ce qu'il faut utiliser un préprocesseur ? Alors là, vous avez deux excellents boutons. Je vous ai dit que je n'étais pas un designer. Le second, en fait, il a la classe Danger. D'accord ? Et qu'est-ce qu'on va faire avec nos préprocesseurs ? On va faire des boutons sympas. Et donc, use case classique, on va faire des boutons que je vais appeler les boutons outline de Bootstrap. Ce qu'on fait, c'est que, en fait, c'est un gros bouton avec dedans le texte et la bordure qui sont de la même couleur et le fond est généralement blanc. OK ? Qu'est-ce qu'on fait ? Une variable. Comme ça, on ne duplique pas la couleur. C'est génial. En CSS, current color, ça fait la même chose déjà. Ça, c'est du CSS3. Pas besoin de préprocesseur. C'est cool. Deuxième cas, on fait des boutons avec les bordures qui sont plus sombres que le background. Qu'est-ce qu'on fait ? On se jette sur notre préprocesseur et effectivement, on va utiliser la super méthode qui va prendre la couleur de fond et l'assombrir de 10% darken, ou équivalent. Hein, bon, voilà. En fait, si on est malin, on regarde un petit peu comment ça fonctionne et en fait, on constate que le background, il va sous la bordure. En tout cas, par défaut. Il y a une propriété background origin qui permet de modifier ça. Après, on est un petit peu intelligent. Un petit noir semi-transparent. Et on a assombri ma bordure. OK ? Qu'est-ce qui se passe ? Si je change une couleur, j'ai besoin de changer qu'une seule couleur pour que ça marche. Ça marche aussi, évidemment, sur mon Danger. OK ? Donc c'est cool. On a des solutions techniques pour des fois se passer du préprocesseur. Moi, je vais vous dire, utilisez les préprocesseurs, ça va vous structurer votre code. Ça se laisse, on s'en fout. Okay ? Essayez de les utiliser à bon escient. Abusez pas des technologies parce qu'en fait, notamment dans le monde du web, vite, elles passent à la poubelle. D'accord ? Quand vous pouvez utiliser du CSS, utiliser du CSS, ça a plus de pérennité que l'SSAS aujourd'hui.
Je vais aussi dire utiliser des post-processeurs dans la mesure du possible. Surtout, je pense en particulier aux aspects préfixes. Les préfixes, il vaut mieux les faire dans un post-processeur qu'un préprocesseur. Je vais m'en tenir là-dessus. Voilà. Je vous ai mis plein de liens. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans CSS4, on a les custom properties. Ça veut plus ou moins faire des variables. Donc on peut utiliser ça. C'est supporté par Firefox au Chrome aujourd'hui. Il va falloir un peu attendre pour Edge, mais c'est en cours, je crois. Et vous avez aussi un module, alors là c'est encore très embryonnaire, mais on va avoir des fonctions sur les couleurs, et on pourra faire des choses super bien. Suivant, unité, calcul, etc. Alors, ça c'est un truc qu'on connaît tous quand on fait du CSS. Okay, on sait manipuler les unités pour faire nos bordures, nos tons, nos fonts de size, etc., etc. Mais en fait, on ne sait pas très bien les utiliser. Bon, je vais passer sur les longueurs absolues, vous connaissez tous. Moi, j'essaye de ne pas trop les utiliser. Attention, ça c'est ma façon de faire, hein. Je ne suis pas forcément référent dedans. Hein. J'utilise plutôt les unités en fonction de la font size, ce qui va mieux scaler quand je vais zoomer, dézoomer, ce genre de choses. En particulier, le REM, qui n'est peut-être pas super connu, c'est la taille de la font size de l'élément racine, ça veut dire l'élément HTML. En gros, ça fait 16 pixels dans les cas normaux. Donc tous les endroits où j'avais des pixels remplacent par des REM. Moi, c'est ma façon de faire. Il y a sûrement plein de cas où il ne faut pas le faire. Attention, quand je vous dis des règles comme ça. Bon, les unités fonction de la hauteur-largeur d'un caractère sont peu utiles, voire pas utiles du tout, je crois, pour le X. Par contre, les unités extrêmement intéressantes, c'est celles qui sont fonction du viewport, de la taille de notre, on va dire, de ce qu'on peut mettre dans notre navigateur sans scroller. Donc, le viewport 8, ça va correspondre à la hauteur, 1/100 de la hauteur, et un viewport width, ça correspond à 1/100 de la largeur. Ça, c'est génialissime pour faire nos layouts. D'accord ? Parce qu'on sait comment on va pouvoir se comporter. Vous avez Vmin, Vmax. Il y a quelques use cases super sympas, notamment sur votre device mobile, là, en portrait paysage. Vous êtes sûr que quelque chose tient dans les deux modes. Ben, vous allez utiliser Vmin. Et Vmin, c'est quoi? C'est le minimum de VH et de VW. D'accord ? Il y a d'autres use cases, on en verra peut-être. Je vais vous montrer le Holy Grail Layout classique. Alors pour ça, je ne peux pas vous faire du live coding comme ça. Je vais vous coder ça. Voilà. Alors un Holy Grail Layout, il y a des tonnes de façons de le faire. Je vais vous montrer des choses. Ce n'est pas forcément les meilleures, mais ça existe. Donc il y a un gros header là-haut. Et au milieu, moi, je veux mettre un menu à gauche du contenu principal, main, et de la pub à droite. La pub. Et un footer. Évidemment, le footer, il faut qu'il soit en bas. Évidemment, le footer, je ne veux pas scroller, je veux que tout soit dans ma page. Comment on fait ça? Hop, style. Le bloc central, ici, qu'est-ce que je vais lui faire? Je vais calculer la hauteur. Alors là, c'est une façon de faire. Ce n'est pas celle que je préconise, mais c'est pour vous montrer des choses. Je vais utiliser la fonction calc, disponible depuis IE9, par exemple. Je vais lui dire ça vaut 100 view8. Je retire la hauteur de mon bandeau, qui est en pixels, ici. 80 pixels. Et je retire la hauteur de mon footer, qui est 1,5 EM. Ça tombe bien. Ma fonte, c'est la même hauteur. Je mets mon point virgule, je sauve, et ça marche. OK ? Là, j'ai utilisé une fonction qui me permet de faire des calculs avec des unités différentes. Ça marche aussi avec les pourcentages. Ça, c'est super puissant. OK ? Alors moi, j'aime bien ça, mais en fait, je suis fan de Flexbox. Donc en fait, je fais tout avec du Flexbox. Pour la barre au milieu, là, je vais utiliser du Flexbox. OK, j'ai mes 3 éléments, et ce que je veux, c'est que mon composant central, il prenne le maximum de place. Alors moi, je vais utiliser Flex. C'est le Flex gros que je vais modifier à 1. Le reste, c'est les valeurs par défaut. Hop, ça marche. Je modifie mes tailles. Ça marche. Ah, il en faut un peu plus. Je vais faire déborder mon texte, et du coup, je vais lui dire, quand tu débordes, toi, je scrolle. Je fais déborder mon texte. Je scrolle. Et ça marche évidemment, même si je change ma page, etc. etc. OK ? Donc privilégiez plutôt le Flexbox pour faire vos Holy Grail Layout, en tout cas aujourd'hui.
quelques liens et trucs et astuces. Je ne peux pas parler plus de Flexbox, sinon je ne vais pas vous parler du reste. Ce qui se passe, c'est que si vous voulez vraiment apprendre Flexbox, je vous recommande très chaudement le talk qu'a donné Hubert l'année dernière à Devox, qui est super bien. Je vous ai mis quelques liens, et ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a CSS Grid qui arrive aujourd'hui, qui est dispo même dans les derniers Chrome et dans Firefox. Pour faire du Holy Grail Layout, ce sera mieux. Ça ne remplacera pas Flexbox, parce que Flexbox, c'est ce qu'il y a de mieux pour présenter des choses, on va dire, quand c'est selon un seul axe. D'accord ? Mais dès que ça va être des grilles, ça va être pas mal. Ça arrive pas mal, vite. Les pseudo-éléments. Alors là, c'est la partie clé et la plus intéressante, je trouve, parce que c'est celle qui nous ouvre toutes les portes pour faire des choses fun derrière en CSS. Donc ici, vous avez une super table avec une assiette. OK ? Alors, en gros, j'ai un div avec la classe table, un div avec la classe assiette. Il y a un petit peu plus, parce qu'il y a des pieds, puis il y a aussi une bordure, mais en gros, je vais travailler que dans ce div-là. D'accord ? Un pseudo-élément, c'est quelque chose qui va être déclenché avec le double de points, et là, je vais lui mettre un before. Ce qui va se passer, c'est que je vais insérer un élément qui est juste après le début de ma balise ici. D'accord ? Donc, avant mon assiette. Qu'est-ce que je vais insérer ? Je vais insérer du contenu. Là, j'ai un pseudo-élément. Dès que j'ai la balise content, même si la chaîne est vide, j'ai un pseudo-élément. Et je peux faire plein de choses. Par exemple, écrire du texte. OK ? Bon, alors là, on a une table. Qu'est-ce qu'on va faire ? On va mettre une fourchette. Il y a une super fourchette, là. Wow. Alors, le problème, c'est que la fourchette, elle est à l'envers. Donc, on va faire une transformation. C'est horrible de live coder comme ça. Non. Rotate 180 degrés. Hop, ma fourchette est à l'endroit. Cool. Ce qui est intéressant, c'est que je n'ai pas fait tourner ma table. D'accord ? J'ai vraiment fait tourner un élément virtuel, qui est le before de la table, parce que sinon, ça aurait tout tourné. C'est pour ça que je vous ai montré le rotate. Puis, j'avais pas de fourchette à l'endroit. Alors, c'est bien de mettre une fourchette, mais pour nourrir un philosophe, il en faut deux. OK ? Donc, before, after. Ça, c'est génialissime. Je vais vous montrer un autre truc, mais avant de vous montrer, l'idée là, ça va être de vous faire une espèce de bulle ou de pop-over avec une petite flèche, et pour ça, il faut que je vous montre un truc sur les bordures. Donc là, j'ai un div, enfin j'ai 4 divs, d'accord ? Top, right, bottom, left, dans ma zone, ici. En fait, ces divs, ils sont vides, leur taille est donnée uniquement par une grosse bordure, qui est transparente, donc pas très visible. OK ? Alors, je vous ai montré un petit truc, là, avec les box shadow. Je ne sais pas si c'est très bien connu, en fait, mais le box shadow, c'est ce qui va faire une ombre portée. Le premier élément, c'est l'offset X, le deuxième, l'offset Y, le troisième, le flou, le blur, et le quatrième, qui est peu connu, le spread. L'intérêt, c'est que ça nous permet de faire des bordures. L'intérêt, c'est que alors, ça marche moins bien que les bordures, notamment, on ne peut pas faire des dashes ou ce genre de choses. Mais ce qui est cool, c'est que ça ne change pas la taille de l'élément. Et on peut faire plusieurs bordures. Donc, pour faire du petit debug comme ça, c'est génial. Mon idée ici, en fait, c'est de prendre qu'une seule des bordures et de la mettre avec une couleur. Le reste, c'est transparent. Allez, attention. Green. Hop. Gold. Purple. Voilà. Donc, en faisant ça, ce qui se passe, alors ce qui est cool, c'est qu'il ne faut pas grand-chose pour zoomer. Hein, voilà. C'est que ma bordure en haut, elle va faire un biseau avec la bordure à droite et la bordure à gauche. Et ça tombe bien, ça va me faire un petit angle à 45 degrés parce que je suis sur un carré. Et donc un beau triangle rectangle. Et une fois que je vais faire ça, je vais faire un triangle facilement. Et une fois que je vais faire ça, je vais m'amuser sur ce texte. Donc il y a la classe popover, il y a un petit style pour mettre des borders radius, ce genre de choses. Je vais m'amuser à faire ma petite bulle. Je crée un élément before de la même façon que vous avez eu tout à l'heure, sur le slide précédent. En gros, il y a une grosse bordure rouge. Je vais tout de suite mettre la bonne couleur qui m'intéresse. Et je vais m'amuser à le positionner de façon absolue pour lui dire, en fait, toi, je te décale un peu. Puis je te décale. Puis en fait, il faudrait que je le passe un peu en dessous pour pas que ce soit laid. Et puis après, il faut évidemment que je relaisse du transparent pour que ça marche. Et là, j'ai fait ma petite bulle. Il
faut pas grand-chose de plus pour activer ça. Quand votre champ input il est invalide, hop, on va mettre une bulle comme ça, etc. Puis si on veut s'amuser, parce qu'on trouve que c'est trop facile de faire un triangle rectangle comme ça, on peut faire aussi une transformation. Donc là, on va faire une déformation, skew, de moins 30 degrés. Voilà. Et j'ai mes petites déviations là. D'accord ? Évidemment, on peut s'amuser à jouer sur les tailles pour changer tout. Et bon, voilà, je vous laisse vous amuser si vous voulez. Donc ça, c'est la puissance du pseudo-élément. Ça va nous permettre de faire des choses sans avoir besoin d'alourdir notre code HTML. Vous avez quelques liens, ce n'est pas les seuls pseudo-éléments, mais en tout cas before et after, c'est ceux qui sont les plus utilisés évidemment. Vous avez un guide. Le problème, c'est qu'il y a des limitations. Un pseudo-élément, d'abord, on peut mettre qu'un seul before par élément, qu'un seul after par élément. Donc on est limité. Pour un élément, on ne peut pas mettre plus qu'un before et un after. Des fois, c'est limitant. Le deuxième, et ça c'est très 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 dommage, c'est qu'en fait pour les éléments de type remplacé, bon, en gros ça veut dire ceux où c'est le système qui fait l'affichage, donc les inputs, les images, les iframes, en fait c'est pas spécifié, ça marche pas. Donc du coup sur les inputs on ne peut pas faire les add-ons d'input proprement avec ce genre de composants. C'est dommage vraiment pour les inputs parce que normalement quand vous regardez le code que vous avez vachement de code de div, des trucs autour des inputs et on pourrait vachement alléger. Bon, alors ceux qui ne connaissent pas très bien encore les sélecteurs CSS, je vous recommande de regarder le CSS Dinner, vous allez pouvoir les apprendre et vous constatez que j'ai honteusement repompé le style ici. C'est du pur CSS, l'animation aussi d'ailleurs. Et ceux qui n'ont pas compris ma référence sur les philosophes, je vous recommande de lire. Animation. Là, je vais aller assez vite. Mon idée, là, c'est de vous montrer les animations, comme on peut faire des choses sympas, notamment. Moi, je vous ai dit que j'essaie d'éviter le maximum de choses. Si je peux faire du texte, c'est mieux. Si je peux faire un loader en texte, c'est mieux. Donc voilà, comment ça marche? J'ai un div qui est là, donc voilà, il n'y a rien dedans, il est tout vide. Et encore une fois, j'utilise mon before. Je vais lui mettre un contenu pour mettre des choses dedans. OK? Et j'ai marqué 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Le backslash A, il fait quoi? Il fait un saut de ligne. OK? Donc je peux scroller. C'est cool. En fait, je ne veux surtout pas scroller. Donc là, je coupe tout ce qui dépasse avec un overflow hidden. Là, je ne peux plus scroller. OK ? Et après, j'active mon animation. Mon animation, elle fait quoi? Elle tourne. C'est défini en dessous. Pendant 5 secondes, ça se répète. Et elle fait quoi, mon animation spin? C'est quoi? En fait, je démarre de mon état initial et je fais une translation selon l'axe vertical de moins 15 EM. Super. Ça veut dire quoi, moins 15 EM? Pourquoi moins 15? Voilà. J'ai 10 éléments. C'est très simple. J'ai 10 éléments et en fait la taille c'est 1,5. Le line 8 c'est 1,5. Quand on ne précise pas l'unité, c'est les EM. Donc 10 fois 1,5, 15. Super. Alors c'est cool, mais c'est pas du tout ce que je veux faire. Moi je veux que ça fasse d'abord 0, puis après 1 et qu'il n'y ait pas la transition où ça glisse. Pour ça en fait il faut que je lui dise que l'interpolation prenne des valeurs discrètes, sous-entendu. On reste sur 0, puis après paf, on va passer sur le 1, etc. Donc il y a les steps, on peut lui dire tu as 10 étapes discrètes pour aller à la fin. Et là ça marche super bien. C'est cool. Donc une fois qu'on a ça, en fait on va prendre des caractères un peu plus fun que les zéros, hein, c'est sympa les zéros. Hop, et puis on va enlever ce box shadow là. Puis on va faire ça vite. Et on a notre loader en pur texte. On peut faire des trucs 10 fois plus simples. Hein, d'accord ? Et puis après évidemment on peut s'amuser à afficher ça en gros, en prenant toute la place. On peut faire tout ce qu'on veut, évidemment. Donc moi, j'aime bien faire ça, évidemment, combiné avec notre framework ou pas, pour l'afficher ou pas. Voilà, et c'est vraiment intéressant. Quelques liens supplémentaires. Moi, j'ai repompé sur TextSpinner ce que vous avez vu là. D'accord ? Il y en a d'autres. Mais en fait, c'est très facile avec du CSS de faire des loaders. Vous ne cassez pas la tête, faites des trucs très très simples. Ceux qui ne connaissent pas, il y a la bibliothèque Animate CSS qui définit plein d'animations, les slides dans tous les sens, etc., des rebonds, ce genre de choses. Enfin, il y a aussi une balise HTML qui s'appelle Progress, si vous voulez juste faire une barre de progression. Alors, elle va avoir un look natif, mais ça peut bien mal se skinner. Ça existe, c'est du standard HTML. Pourquoi ne pas l'utiliser? Parce qu'on ne savait pas que ça existait, en fait. Et non, mais c'est dingue, il y a énormément de choses dans HTML.
Donc une fois qu'on a ça, moi je vais vous parler des pseudo-classes d'état. Alors les pseudo-classes d'état, alors normalement on parle de pseudo-classes, moi j'aime bien dire état, pourquoi? Parce qu'en fait, dès qu'on parle d'état, on va imaginer des objets en JSON, dans du JavaScript, des trucs comme ça. Et ce qui est cool, c'est qu'on peut quand même bricoler un petit peu en CSS avec ça. Donc tout ne correspondrait pas forcément à la dénomination état, mais les pseudo-classes, vous les connaissez déjà, c'est hashover, etc., etc. Donc il y en a plein. Prenez le temps de lire la doc, vous allez en trouver plein que vous ne connaissez pas, et vous allez regarder, et puis vous allez voir que ce n'est pas utilisable, ou que c'est super intéressant selon vos cas. Alors je ne sais pas si vous connaissez le 2.target. Il y en a qui connaissent le 2.target? Ok, cool. En fait, le 2.target, c'est si l'élément a un ID, et que cet ID le retrouve en haut, derrière le dièse, il va être actif. En fait, comment j'ai fait mes slides? J'ai pas de JavaScript, donc je peux pas lui dire j'ai le slide courant, j'ai le slide précédent, le slide suivant. Ce que je fais, en fait, c'est que tous mes slides, ils sont déportés sur la gauche. Sur la gauche, c'est difficile quand on est en face de l'audio. L'élément qui est actif, il est en face, quoi. Et l'élément qui est après, ou les éléments après, ils sont à droite, hop, avec des translations. Et après, on fait juste une transformation pour que le changement s'exécute avec un petit peu de délai, et on a un système de slide. OK. Et après, dans la suite, je vais vous parler que du 2.checked, parce que c'est ce qui est le plus puissant finalement. Le 2.checked, il va s'appliquer sur les inputs de type radio et checkbox, quand on va cocher ou pas les éléments. Et pourquoi c'est très intéressant? C'est parce qu'en fait, on va pouvoir le combiner avec l'élément label et l'attribut for qui va nous permettre en HTML de dire je clique ou je clique pas, et de faire ce qu'on veut sur le style du label. Et donc ça, toute la puissance, elle va venir là-dedans. Donc imaginons que là, j'ai du texte quelconque, ou pas. Et ce que j'ai un super checkbox ici, toute pas belle, et je veux dire je like pas, un peu comme je ferais sur Facebook. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai un input checkbox, je le fais suivre d'un label, donc c'est important que ce soit après. J'ai rien mis dans mon label, mais je vais m'amuser avec les 2 points before, maintenant on sait faire ça. Et je vais avoir 2 états, le normal et le coché. Et derrière, je vais pouvoir mettre mon texte. Click if you like it. I like it. Je coche, ça va changer. Et comme il y a un attribut fort sur cet élément qui va cliquer automatiquement sur la checkbox, je peux juste faire ça. Et je peux même m'amuser à masquer ma checkbox. Je vais vous la masquer simplement avec une opacité à 0 ici, mais on peut le faire autrement. Je vais vous en parler sur le slide suivant. Et après, on va quand même s'amuser parce qu'il faut que ce soit un peu fun. Donc on va pouvoir mettre des emojis là. Et puis quand on fait des emojis, on est rarement sobre, hein, n'est-ce pas? OK. Suivant. Alors là, c'est exactement la même technique. Il n'y a rien de nouveau, c'est juste que c'est un collapsible panel, d'accord? Donc là, il y a un gros label, et puis un gros before qui va changer de flèche quand mon élément il est coché ou pas, et puis un gros bloc derrière qui va être masqué ou pas masqué en fonction de la case à cocher. Ce qui va juste m'intéresser ici, c'est de vous montrer comment on masque proprement cette checkbox. Enfin, en tout cas, plus proprement qu'avec l'opacité. L'opacité va garder la taille, malheureusement. Alors, on peut faire display none, mais ça va tuer l'accessibilité. Et ça, c'est mal, vraiment. On ne pourra plus utiliser même le clavier pour faire le truc. Donc moi, ce que je propose, il y a sûrement plein d'autres solutions, c'est utiliser un affichage, une position qui est fixe. Fixed. Point virgule. Et qu'est-ce que je fais? Je lui dis, toi, tu vas à gauche. V max. Non. Excusez-moi. Voilà. Et alors, au lieu de mettre moins 9999 machin, un truc bidule, on a les Vmax, autant s'amuser. Hein. Alors, évidemment, si votre navigateur ne supporte pas, pour les onglets. Alors, les onglets, les accordéons, c'est exactement le même principe, sauf que c'est des radio-boutons. Donc ça, c'est le code HTML du slide d'après. Donc, je vais vous expliquer comment ça marche encore. Ce radio-bouton, c'est des tabs. J'ai l'ID Home.
quand je vais cliquer sur mon label avec l'attribut for, ça va cliquer dessus. Super. Et donc du coup, quand mon onglet avec l'ID Home, mon élément avec l'ID Home, il sera checké, je vais lui mettre un style au label qui a l'ID Home, je vais lui mettre un style spécial. Puis je vais l'élément qui aura l'attribut data for Home, je vais aussi lui mettre un style spécial. Alors vous voyez que si on fait ça, c'est un peu bourrin. Il va falloir se taper tout à la main, générer éventuellement des ID, vérifier qu'il n'y ait pas de collusion. C'est pas super fun, mais c'est là où, en fait, votre JavaScript, il va intervenir. Pas pour gérer les événements, je clique pas, voilà, dans quel état. Donc ça donne ceci. Alors je ne vous ai pas masqué les radio-boutons, hein, ils sont là, ils fonctionnent, ok. Et ça donne ceci, ok. Alors, il n'y a pas d'image, c'est juste un peu Sioux. Sur les labels ici, ce qu'on fait, c'est qu'on utilise un pseudo-élément before, et on va créer un beau rectangle blanc qui correspond à peu près à la taille du truc. Puis en fait, on va faire une transformation 3D pour faire un gros parallélogramme, puis on va mettre un border radius pour arrondir tout ça, et pour faire des onglets un peu sexy, puis on fait joujou avec le Z-index. Et avec ça, on a des onglets. OK ? Alors, je vous ai dit plein de trucs bien, et je vous ai dit aussi que c'était bien de faire les collapsible panels avec des labels et des checkbox, sauf qu'en fait, ça existe déjà en HTML. En fait, detail, summary, ça marche, ça fait la même chose. Et ça marche pas sur IE, mais c'est pas grave, on a un polyfill, on a l'habitude. Le truc qui fait que je l'utilise pas aujourd'hui, ou alors que je l'utilise pas pour mes applications, c'est que le problème qu'il y a avec ça, c'est que styliser le petit triangle vers le bas, c'est pas forcément facile, en tout cas, c'est pas forcément portable sur tous les navigateurs, donc c'est un peu le bordel, alors que c'est très facile à faire avec les labels, comme je vous l'ai montré, juste avec le before. Pour les dialogues, même principe, on veut faire une dialogue, soit on fait 2 points target pour s'amuser à l'afficher, soit on fait avec une checkbox, on affiche ou pas notre dialogue, on la positionne, on la centre avec des calques, ce genre de choses, on peut tout faire ça. L'inconvénient qu'on va avoir sur la dialogue, c'est que quand on va faire une modale, il va falloir vérifier que quand on appuie sur Tab, on ne sort pas de la dialogue. Ça commence à devenir fun. Et là, ça ne se fait plus en CSS. Hein, ou quand on clique, il faut bien vérifier que les clics ne descendent pas en dessous. Enfin bref. Et puis quand notre page, elle scrolle, il faut que la dialogue, elle reste. Enfin, bref, c'est un peu compliqué. Donc, la solution, pour moi, la meilleure aujourd'hui, hein, on va dire en 2017, c'est d'utiliser l'élément HTML dialogue qui fait exactement ce qu'il nous faut. Pour le manipuler, il va falloir faire un petit peu de JavaScript. Alors, il y a soit on lui fait open égale à true ou à false, super. Normalement, même ceux qui n'aiment pas le JavaScript y arrivent. Et après, il y a une fonction qui s'appelle showModal, qui fait ça comme une modale. C'est cool. On peut styliser le fond quand on est sur une modale avec le 2 points backdrop, le pseudo-élément backdrop. Très intéressant. Évidemment, ça marche bien avec Chrome. Ça marche avec Firefox quand on active les flags. Et ça ne marche pas encore, mais ça va arriver. Et il y a un polyfill. Moi, je vous recommande d'utiliser le polyfill. Aujourd'hui, pour moi, c'est soit je fais ça, soit j'utilise un framework. Si je fais du matériel, j'ai la dialogue matériel, ou du bootstrap, j'ai le truc qu'il faut. OK ? Et on peut faire des formulaires qui correspondent juste au contenu de la dialogue. C'est super. Donc, tout ce que je vous ai montré, d'accord ? Vous pouvez regarder sur le site Can I Use. Tout ce que je vous ai montré, ça fonctionne avec nos navigateurs aujourd'hui qu'on a, hein, d'accord ? Plus de 80. Alors ça, c'est les stats que j'ai pris sur Can I Use en France. Les mauvaises stats, c'est sur les pseudo-classes parce que ça prend tout, y compris les last child of, machin, qui ne sont pas encore toujours super bien supportés, mais en fait, les 2 points after et before, ça marche super bien. Les pseudo-classes, les checked, ça marche super bien. Voilà. Donc c'est utilisable. Si malheureusement vous ne pouvez pas utiliser IE10, c'est que vous allez avoir des problèmes pour faire des choses sympas. Après, il y a des choses qui se dégradent bien. Si votre Flexbox ne marche pas, vous avez quand même les choses qui s'affichent. Alors c'est peut-être moins bien, mais ça s'affiche. Conclusion. Alors j'espère que je vous ai appris des trucs, montré comment on peut simplifier votre code, notamment HTML, que c'était fun et tout. Pensez à utiliser les pré- et les post-processeurs. Si vous ne connaissez pas encore les post-processeurs, vous pouvez regarder des trucs comme PostCSS ou bien des choses comme juste auto-préfixeur. Franchement, regardez ce qu'il y a dans SVG et HTML, c'est énorme. Et faites du JavaScript, mais faites-le proprement et le moins possible. Ce sera mieux pour tout le monde, même si j'adore JavaScript. Le seul message qu'il faut retenir, si vous en retenez un, c'est celui-là.
En fait, le CSS, il faut le prendre comme si c'était du code à part entière. Faites des revues de code dessus. Essayez d'apprendre dessus. Appliquez les principes dans Repeat Yourself, Clean Code. Alors après, on va me dire c'est intestable, ou alors c'est très dur. Mais faites d'autant plus de revues de code si c'est pas testable. Okay, vous avez les liens. Sur mon GitHub, je tweeterai. Pour apprendre, on est curieux, on ouvre les outils. Pour apprendre, on s'inspire notamment de cet excellent bouquin, CSS Secret, Léa Verrou. Voilà. Vous retrouverez des choses. Je vous ai mis plein d'autres liens. Pour finir, il y a plein de choses de somme sur le web. Il n'y a pas que le CSS. Et il faut finir par une petite licorne. J'utilise souvent. C'est génial, ça marche pas. C'est génial, ça marche pas. C'est génial, ça marchait chez moi. Il y a un espace avant. Ça doit être pour ça. Non. Ah, on peut faire des trucs. On peut peut-être essayer en dézoomant, mais... Ah non, ça n'a pas marché. C'est en fonction de la taille. Les emojis, des fois, ils ne s'affichent plus. Et c'était calculé, ça marchait chez moi. Ça, c'est... Il faut aimer vivre dangereusement quand on fait du live coding. Merci.